Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous plongeons dans l'univers de l'analyse des comportements d'achat et des tendances de consommation. Nous avons l'honneur d'accueillir Gaëlle, directrice stratégique des Insights chez Kantar Worldpanel. Avec plus de 30 ans d'expérience, Gaëlle est une experte reconnue dans l'analyse des comportements des ménages français, notamment à travers les données issues des panels de consommateurs. Dans cet épisode, nous discuterons de l'importance des données pour comprendre les évolutions des habitudes d'achat et des attentes des consommateurs. Nous aborderons également la manière dont les marques peuvent s'adapter à des enjeux majeurs tels que l'inflation et les changements d'habitudes d'achat. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si cet épisode vous a plu, et je vous souhaite un bon visionnage. Hello Gaëlle. Hello. Est-ce que le market research c'était mieux avant? Est-ce que tu as vu une évolution dans l'industrie ou dans les méthodologies, dans les process qui sont utilisés? Quel est ton avis là-dessus? Alors moi, je travaille chez Kantar, donc on est des spécialistes des études quantitatives sur la grande consommation courante. J'y suis rentrée il y a 33 ans, j'ose à peine le dire, mais c'est ça, il y a 33 ans. Et donc quand je suis rentrée, on était sur des méthodes très traditionnelles. Voilà. Alors on est toujours sur de la méthodologie panel consommateur, c'est-à-dire qu'on a des gros échantillons qui sont interrogés quasiment tous les jours. Dès qu'ils font leurs courses, ils scannent les gènes-codes des produits qu'ils achètent. Tout circuit de distribution confondu, que ce soit pour les achats faits en hypermarché, sur le e-commerce, au marché du coin pour les produits frais traditionnels ou dans des enseignes spécialisées pour les produits textiles, fashion, etc. Donc on est toujours sur cette approche-là parce que notre métier à nous, c'est vraiment l'expertise, la compréhension des consommateurs. Et on se fait un peu rattraper, on va dire, par des startups qui lancent des petits outils très agiles, très souples, très rapides, très peu chers. On a vu profusion d'outils émerger sur les réseaux grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Qui captent une clientèle, on va dire, un petit peu plus jeune, ce qu'on a plus de mal chez nous à panéliser. Malgré tout, en termes de solidité statistique de la data, on va dire, on reste sur une méthodologie qui est très robuste et qui est très recherchée par nos clients parce que ce sont des achats avérés, c'est-à-dire que dans la mesure où ils scannent les gènes codes des produits achetés, on sait que c'est un achat réel. Ils ne peuvent pas nous pipoter et nous raconter des histoires. Ils ne peuvent pas nous dire « oui, j'ai l'intention d'acheter » ou « je me souviens avoir acheté ». Et c'est ça qu'on trouve aujourd'hui de façon très prolifique sur le marché. Donc ça nous fait d'une certaine façon concurrence, parce que c'est des outils pas chers et qu'on est beaucoup plus cher. Mais pour les acteurs historiques sur les marchés de la grande conso, qui ont besoin d'historique long terme et qui ont besoin surtout vraiment d'avoir des actes d'achat réels, démontrés, on a toujours cette longueur d'avance. Donc on peut sembler un peu old-fashioned, mais finalement on a cette robustesse de la data qui nous prémunit, on va dire, de l'arrivée de toutes ces petites startups voilà, en concurrent. Les jeunes, c'est particulièrement difficile à aller comprendre ou analyser? Alors, à les comprendre, non, mais à les avoir dans le panel, il faut bien voir en fait que dans le panel, on a des panélistes donc, qui acceptent de jouer le jeu, de déclarer tous leurs achats. Hein, dès qu'ils rentrent de l'hypermarché, voilà, en mettant leurs produits dans le frigo ou dans les placards, avant, ils vont scanner. Voilà. Et c'est ça qui vient nourrir notre base de données. Alors, quand on est un jeune, on a autre chose à faire, très clairement. Que de passer du temps à faire ça. Donc on a différentes motivations pour les gens qui rentrent dans le panel. Il y a des raisons un petit peu tristes, on va dire, pour des personnes un peu seules. C'est parfois leur seul contact avec quelqu'un au téléphone, puisqu'on a une cellule téléphonique qui est là pour les aider, pour les accompagner, débugger les outils techniques, s'ils en ont. Et on a également des gens qui ont l'impression qu'ils vont avoir une prise sur la consommation, que grâce à ce travail qu'ils effectuent de façon quasi gratuite, c'est du bénévolat qu'ils font en bonne action. Ils se disent, derrière, ça permettra aux acteurs de la grande consommation, les industriels comme les distributeurs, de mieux comprendre les marchés, de mieux comprendre mes besoins à moi, et peut-être que j'aurai plus de chances, grâce à ça, de trouver les produits adéquats en fonction de mes attentes, de mes besoins, etc. Et après, pour des jeunes cadres dynamiques qui habitent en zone urbaine et notamment à Paris, là, franchement, c'est très compliqué de les garder un certain temps dans le panel parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, on donne, on va dire, un cadeau qui fait 150 € par an en remerciement de cette collaboration. Donc, ce n'est pas une rémunération et ça ne doit pas l'être
parce que ça viendrait biaiser les résultats de recueil, parce que d'un point de vue business model, nous, ça nous mettrait complètement à plat aussi. On a quand même quasiment 40 000 panélistes permanents, donc c'est pas viable économiquement parlant. Et donc ce petit comment dirais-je, cette petite carotte pour des gens qui sont CSP+ ou qui n'ont pas le temps, c'est pas suffisant. Donc en fait, il faut renouveler en permanence le recrutement de ce type de profil pour suivre l'évolution de la population française. En fait, notre baromètre à nous, c'est la structure de la population telle qu'elle est décrite par l'INSEE. Et on renouvelle un quart de l'échantillon tous les ans. Donc tous les 4 ans, on a un échantillon complètement renouvelé pour suivre en permanence l'évolution de la population française, puisqu'on est censé la représenter et représenter toutes les évolutions de son comportement d'achat. Voilà. Qu'est-ce qui t'avait donné envie à la base de rejoindre cette industrie ? Qu'est-ce qui t'a... Moi, j'ai toujours eu un intérêt, on va dire, pour l'agroalimentaire en général. Pour quelqu'un comme moi qui a vécu en Bretagne, je dirais que voilà, l'alimentation, faire la cuisine, c'est quelque chose d'assez naturel. Et puis tous les sujets autour de l'agroalimentaire en général. Et puis ensuite, il faut bien se souvenir aussi que la Bretagne, c'est le bastion des Leclerc. Quand j'étais plus jeune, à l'hypermarché, ce format de distribution qui a accompagné pendant toutes les 30 glorieuses, les classes moyennes, ces baby-boomers, comme on les appelle aujourd'hui. L'hypermarché, c'était un lieu d'inspiration, c'était un endroit joyeux où on allait, tout semblait possible, c'était l'abondance. C'est là qu'on croisait ses copains, ses profs, etc. Donc il y a tout cet imaginaire autour de la grande distribution qui avait vraiment une autre dimension. On portait un autre regard sur le commerce en général et notamment sur la grande distribution. Et puis après, d'un point de vue plus professionnel, je dirais que le commerce et la grande consommation, c'est une espèce de laboratoire en fait. Et quand on analyse, quand on essaie de décrypter les statistiques de l'évolution de la grande consommation, finalement, c'est une grille de lecture sur l'évolution de la société en général, en fait. Et ça change en permanence, c'est mouvant, etc. Donc, on se prend très vite de passion, en fait, pour ces sujets-là. Et comme on a la chance, chez Kantar, de disposer de bases de données, de data qui sont hyper robustes, moi, j'avais cette espèce de mini-laboratoire à disposition que je pouvais regarder tous les jours. Et donc, j'ai jamais lâché, finalement. Parce que, maintenant, je suis une senior, comme on dit, mais j'ai vu des évolutions incroyables. Et là, ça s'accélère depuis 5-6 ans. Et en fait, on finit par devenir addict à ça. Avec le côté, en même temps... on ne regarde pas dans une boule de cristal. On est vraiment avec une obligation, je dirais, de neutralité, d'objectivité, de l'interprétation de la data, parce que c'est ça que viennent chercher nos clients. Ils viennent chercher à la fois la solidité statistique de la data, mais ils viennent chercher aussi un conseil, une interprétation, un décodage de cette data qui soit très professionnel et qui soit déontologiquement parlant, on va dire, irréprochable. Avec toujours cette neutralité vraiment qui est dans l'ADN en fait de Kantar. Et ça, quand on est pollué par une multitude d'informations, par des tas de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui tout le monde a l'impression d'être un expert de tout finalement, et de s'exprimer et de pouvoir donner son avis, son analyse sur tous les sujets. De pouvoir se raccrocher à de la data, à des éléments tangibles et rationnels et objectifs, ça fait beaucoup de bien pour soi déjà, parce qu'on se dit, là, on ne raconte pas n'importe quoi, on analyse des choses qui font sens. Et en même temps, on est utile à nos clients qui viennent chez nous pour ça. T'as vu, toi, concrètement, un moment où des données conso traduisaient un vrai changement presque sociétal. Enfin, tu parlais tout à l'heure des hypermarchés, mais... Les grandes tendances, quoi. Ouais, est-ce que tu as un exemple comme ça concret de la manière dont les études conso traduisent
un changement dans la société? Les changements dans la société, on en a vu, on va dire, depuis une quarantaine d'années, il y a eu des changements permanents, on va dire. Hein. C'est des marchés qui sont très mouvants. Mais finalement, d'un point de vue statisticien, il y a des choses qu'on pouvait mesurer et qu'on pouvait prédire. On pouvait s'appuyer sur des données historiques long terme en se projetant vers l'avenir. Et on arrivait à faire des estimations des évolutions et des nouvelles tendances à venir de façon assez rigoureuse, assez précise. Et là, je dirais que tout ça a volé en éclats, en gros, depuis les dernières crises qu'on a vécues. Alors évidemment, la crise du Covid, où là, les gens se sont vraiment recentrés sur leur foyer, leur domicile, on a été confinés, etc. Donc il y a eu un retour vraiment aux choses essentielles, à la nature, l'alimentation, le bien manger, etc. Donc avec une accélération de la transition alimentaire. Et puis après le Covid, on traverse une deuxième crise avec l'inflation, hein, la crise ukrainienne et tout le contexte inflationniste que ça a généré derrière. Donc là, revirement de situation, c'est-à-dire que tous les efforts pour le mieux manger, la consommation plus vertueuse, choisir des produits plus durables, etc., est mis à mal parce qu'on rentre dans l'obsession des étiquettes, le prix à tout prix, etc. Et puis derrière, on enclenche avec la crise écologique, où les deux sont arrivés presque en parallèle, cette crise inflationniste et la crise écologique, où là, les consommateurs, ils ont touché du doigt vraiment concrètement le réchauffement climatique, hein, avec tous les phénomènes de dérèglement qu'on a connus, les inondations, les canicules, etc. Donc là, ils ont pris conscience vraiment que c'était là, à nos portes. Et donc, en fait, on est face à des consommateurs qui sont en permanence tiraillés entre ce qu'on appelle, nous, la fin du mois et la fin du monde, même si la fin du mois, elle a pris de l'ampleur ces derniers temps avec l'inflation. Mais c'est des consommateurs, en fait, qui essaient de concilier ce qui est quasiment inconciliable. Et ça, depuis, donc, je dirais, le Covid, on a vraiment une accélération des changements de comportement et des attitudes aussi, hein, voilà, avec des consommateurs du coup, qui imposent aussi auprès des acteurs de la grande distribution des injonctions contradictoires. Donc ça devient très compliqué pour tous les protagonistes de la grande consommation de prioriser, de comprendre exactement quels sont les leviers. Mais pas cher. Enfin, Exactement, voilà, tout à fait. On veut payer pas cher, on veut une accessibilité prix des produits, mais à côté de ça, on a pris conscience avec les manifestations des agriculteurs que, oui, une juste rémunération des agriculteurs, c'est important. Pendant la crise du Covid, et ça a été remis sur la table après aussi pendant la crise ukrainienne, les gens ont vécu un vrai choc parce qu'ils se sont rendus compte qu'on importait la moitié de nos fruits et légumes. Donc il y a la question de la souveraineté alimentaire également qui est apparue. Et donc les gens, ils veulent acheter local. Mais quand ils choisissent des produits locaux en rayon ou des produits bio, ils se rendent compte que c'est 30% minimum plus cher que les autres produits conventionnels. Est-ce que c'est l'annonce un peu prémonitoire de la fin des grosses chaînes de distribution, du coup, parce que c'est assez paradoxal de dire les gens essayent d'acheter local, mais ça coûte plus cher. Normalement, c'est l'inverse. J'achète local, donc ça coûte moins cher, puisque je vais directement au producteur. Est-ce que, justement, entre marteau et l'enclume de la fin du monde et la fin du mois, est-ce que la solution, justement, n'est pas en train de se tirer vers plus de proximité, de consommation de proximité, moins de grande distribution? Oui. Est-ce que ça va vers là ou pas du tout? Alors ça, c'est ce qu'on a vécu effectivement pendant la période Covid, Ouais. où les gens, ils allaient acheter aux petits producteurs locaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont migré vers qui ont quitté Paris, hein, très clairement, ou les grandes villes. La vente directe, acheter aux petits producteurs locaux, etc. C'est vrai que c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid. Et puis, c'est plus que l'on voit aujourd'hui, pour des raisons de prix. Mais quand je dis acheter local, c'est aussi dans la grande distribution. Enfin, la grande distribution et des enseignes d'indépendants, les Leclerc, Intermarché, ils mettent en avant, ils prônent vraiment le consommer local en signant des partenariats, des contrats long terme avec des producteurs locaux. Donc, le local, c'est pas forcément acheter aux petits producteurs du coin. Cette question de paradoxe, ça me fait penser à un de nos clients, une grande société française qui est présente à l'international de skincare. Et on fait une étude qui montre en gros que l'intérêt autour de l'écologie est particulièrement représenté auprès de sa cible affinitaire. On se retrouve face au DG de l'entreprise qui nous pose une question qui
qui pour le coup nous a beaucoup changé. On aimerait beaucoup avoir toi ton avis derrière. C'est ok, très bien, mais est-ce que ça va me faire vendre plus de crème ou plus de parfum? Et ça, on parlait de paradoxe tout à l'heure. Comment est-ce que toi tu répondrais à ce type d'interrogation entre l'intention, la prédisposition peut-être ou l'affinité d'une cible avec la traduction derrière en achat réel, quoi. Alors, ça dépend de quel type de produit on parle. Si on est sur des produits de luxe, etc., on n'a pas cette problématique-là de pouvoir d'achat et d'obsession des prix. Mais dans la grande distribution, effectivement, on sait qu'on a un mouvement de fond qui est on veut tendre vers une consommation plus responsable. D'abord pour sa santé, parce que c'est d'abord quand même dans un objectif un peu égoïste. Ensuite pour la planète et ensuite pour la société. Donc il y a cette tendance-là de consommer plus vertueux. Et ça, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est une tendance de fond. Il faut la prendre en compte et il faut être à la hauteur de ces attentes des consommateurs. Alors, c'est un investissement sur l'avenir, je dirais. C'est pas forcément transformé de façon rapide dans les actes d'achat. Mais ça joue énormément sur l'image des marques. Aujourd'hui, il y a une attente du côté de l'entreprise en général qui est une entreprise, elle n'est pas là que pour faire du profit. Une entreprise, elle est là aussi pour accompagner les consommateurs sur des sujets de société, sur l'environnement, le développement durable, etc. Et à court terme, ça ne paye peut-être pas, mais à moyen ou long terme, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut embrasser cette tendance et ces attentes qui sont exprimées par les consommateurs et qui sont très très fortes. Ensuite, c'est un peu réducteur aussi de dire que ça ne paye pas. On a à peu près entre 20 et 30% des consommateurs français aujourd'hui, qu'on appelle les consommateurs, et qui sont extrêmement regardants, très exigeants, qui scrutent les étiquettes à la loupe, qui utilisent des applications comme Yuka, etc. Et là, je dirais qu'entre les intentions déclarées et les vrais actes d'achat, il y a une vraie concordance, il y a une vraie cohérence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Voilà, donc ne serait-ce que pour cette cible-là, il faut être en rendez-vous quand même. Effectivement, l'avantage, c'est de pouvoir voir ces mouvements. J'arrive à comprendre les mouvements, quelles vont être les consommations, peut-être à l'avenir, les tendances. Et en fait, cette limite réputationnelle, parce que ce que tu disais, c'est par exemple, aujourd'hui, j'imagine que dans les prochaines années, une entreprise qui va surconsommer du plastique, en fait, on est au-delà de juste rater une opportunité d'achat, de client. C'est aussi un vrai risque réputationnel. Donc, où est-ce que tu te situes en fait? Est-ce que tu te positionnes aussi sur du réputationnel? Alors oui, parce qu'on regarde, en fait, dans le panel, donc les panélistes, ils nous déclarent leurs actes d'achat, mais ils sont un peu soumis à la question aussi, c'est-à-dire qu'on leur envoie des tas de questionnaires, ce qui nous permet de mesurer leur niveau de préoccupation justement par rapport à l'environnement, par rapport à des sujets de société, par rapport à l'agriculture, etc. Et derrière, on croise les données attitudinales que l'on relève au travers des questionnaires et les données de comportement d'achat réel. Donc ça, c'est vraiment la force du panel aussi, c'est d'être sur de la data réelle d'achat et de pouvoir croiser ça avec des données attitudinales. Donc, dans les données attitudinales, on mesure aussi la perception sur toute une batterie d'items d'images, la perception qu'ont les consommateurs des enseignes, des marques croisées par marché, par catégorie, etc. Donc on a une mine d'or en fait qu'on peut exploiter. Et là aussi, pour revenir un petit peu sur le sujet d'avant, qui rejoint celui-ci d'ailleurs, mais on a tort aussi de dire qu'il n'y a pas de ROI, on va dire, immédiat au travers de toutes les études qu'on a pu faire sur les 5 dernières années. Entre une marque qui va investir sur des dimensions RSE, ou les produits locaux, ou le packaging, ou autres, et des marques qui ne le font pas, on voit une incidence très, très, très forte sur leur image, d'une part, mais on voit aussi une incidence sur leur performance mesurée en termes de part de marché. Et surtout quand elles accompagnent
ses lancements de nouveaux packaging ou de nouveaux produits, etc., surtout quand elle l'accompagne de campagnes publicitaires. C'est-à-dire que faire des choses, donc il faut agir, il faut renouveler son portefeuille de produits vers des produits plus durables, mais surtout il faut le faire savoir. Et il faut expliquer aux consommateurs pourquoi on le fait, quels sont les bénéfices de ces produits-là. Grâce à des communications qui peuvent se faire sur les réseaux sociaux ou des spots télé, etc. Et donc l'écart qu'on mesure, donc de façon vraiment très très rationnelle, l'écart qu'on mesure entre des marques qui sont engagées dans cette consommation plus responsable et celles qui ne l'ont pas, et surtout celles qui communiquent autour de ça et qui font vraiment un travail d'accompagnement et de pédagogie auprès des consommateurs, on a un écart de performance qui est entre 20 et 30%. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires additionnel généré par les marques qui sont sur ces logiques RSE et qui communiquent autour de ça, ça leur apporte 25% de chiffre additionnel. Donc, c'est pas aussi simple que ça, et c'est très réducteur de dire qu'on a des bénéfices à moyen ou long terme et qu'on peut avoir des bénéfices que sur l'image éventuellement. Il n'y a pas que l'objectif réputationnel, il y a un vrai objectif aussi de transformer en acte d'achat auprès d'une cible qui est très demandeuse. Sur la RSE, c'est le sujet du moment? Alors, sur la RSE, c'était le sujet du moment, mais on a été rattrapé justement par la guerre ukrainienne et puis l'inflation, et l'inflation qui a suivi derrière. Mais quand on regarde, en ce moment, on regarde beaucoup les niveaux de préoccupation des Français. Donc, en 1, c'est le pouvoir d'achat, ok. Et en 2, derrière, c'est quand même le réchauffement climatique. Okay. Et c'est là où, justement, on en vient au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, de ce tiraillement permanent des consommateurs, entre fin du mois, fin du monde. Mais ça, c'est vraiment la tendance générale. Et il faut bien voir qu'on parle de moyenne. Et la moyenne, elle cache beaucoup de disparités, d'hétérogénéité entre les différentes cibles. Et on a à peu près 40% des consommateurs aujourd'hui qui sont vraiment embarqués dans la consommation plus vertueuse. Et on a 60% des consommateurs qui, ou bien, pour une partie d'entre eux, ne sont pas sensibles à ces problématiques-là, sont complètement sceptiques, ou bien sont sensibilisés, mais n'ont pas les moyens, parce qu'acheter un produit durable, c'est à peu près, comme l'écart que je citais tout à l'heure sur les produits bio, c'est facilement entre 20 et 30% plus cher. Donc, ce n'est pas accessible, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Est-ce que c'est des audiences qui se parlent, les personnes qui ont comme priorité numéro 1 le pouvoir d'achat et les personnes qui ont comme priorité... mon hypothèse est que probablement pas, mais est-ce que c'est est-ce qu'il y a une grosse affinité, porosité entre ces deux cibles, ou est-ce que c'est deux France qui ne se parlent pas? Ouais, c'est une très très bonne question. En fait, c'était le cas avant, on va dire. Alors quand je parle d'avant, c'était vraiment il y a longtemps. C'est-à-dire qu'on était sur la consommation, c'est bien, c'est vertueux, ça rend heureux. La consommation de masse pendant les 30 glorieuses. Je parlais de l'avènement de l'hypermarché tout à l'heure. Toute cette génération des baby-boomers qui a connu ça, il y avait cette aspiration à consommer comme les CSP+. Et il y avait l'ascenseur social qui marchait à fond et on savait que les enfants vivraient mieux, plus riches, etc. Tout ça, ça fonctionnait plein pot et c'était complètement corrélé à la consommation. Et puis, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On se rend compte que la consommation, ça rend pas forcément heureux. Il y a eu également la mondialisation qui a apporté son lot aussi de souffrance, etc. Et on a une fragmentation de la société et une fragmentation des consommateurs avec une polarisation, on va dire, entre ceux qui veulent consommer mieux, qui réfléchissent autour de ces sujets de la consommation, et puis une autre partie de la société qui ou n'en a pas les moyens ou n'a pas envie. Et on a vraiment une polarisation avec deux France qui ne se parlent plus et un clivage et une confrontation en fait. On dit souvent dis-moi ce que tu mets dans ton assiette et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai que la consommation et la façon de se nourrir aujourd'hui, c'est devenu un moyen d'exister et de dire qui on est, comment on vit. D'identité, ouais. Ça construit son identité, mais complètement. Ça a toujours été le cas, mais
vraiment aujourd'hui de façon vraiment cruciale, j'ai envie de dire. Et donc, c'est presque un acte militant politique, en fait. Donc, entre les adeptes du bio de la première heure et puis ceux qui vous disent « Oui, c'est gentil d'acheter du bio, mais moi, je n'ai pas les moyens d'acheter du bio. » Et donc là, on sent déjà, il y a une espèce de confrontation, pas d'idées, mais de classe sociale presque, en fait. Donc, c'est ce sujet de la consommation en général et du commerce. C'est devenu un endroit, en fait, qui va polariser un petit peu les conflits et les débats existentiels et des sujets politiques, finalement, qui viennent opposer les Français les uns aux autres. D'ailleurs, on est au lendemain des résultats du premier tour des législatives, on est le 1er juillet. On voit clairement 2 blocs qui s'affrontent. Est-ce que peut-être c'est un peu tôt pour analyser tout ça, j'imagine, surtout dans les convictions politiques des consommateurs, mais est-ce que ça peut venir illustrer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire une partie plutôt à gauche, une partie très à droite, l'extrême droite qui a plutôt fait sa communication autour du pouvoir d'achat, l'extrême gauche plutôt autour de on va dire des droits sociaux, mais aussi de l'écologie. Est-ce que ça vient traduire un peu tout ça, ou c'est un peu raccourci? Ce que je viens d'évoquer, ce qu'on a vécu avec les législatives, c'est une résultante, comme on peut voir dans la consommation, avec effectivement cette polarisation et cette confrontation de différents groupes de consommateurs. Ce qui est quand même important à garder en tête, c'est qu'on est quand même dans un pays riche, où on est censé chacun doit pouvoir manger à sa faim, etc. On a effectivement quand même à peu près 10% des foyers français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui ne peuvent pas manger forcément toujours à leur faim. Et on a à côté de ça des agriculteurs aussi, alors une partie d'entre eux, pas tous, mais une partie d'entre eux qui sont là pour nourrir la nation et qui n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes parce qu'ils ont un niveau de rémunération totalement indécent. Donc c'est problématique de nourrir une nation quand on est dans un pays riche. C'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont compliquées à traiter et en même temps qu'on doit aborder frontalement. Il faut trouver des solutions pour que tout le monde puisse se nourrir à sa faim. Tu penses qu'il y a une marque qui arrive à parler à tout le monde? T'as en tête une entreprise qui arrive à fédérer cette France pour qui la fin du mois est un vrai sujet, qui va mettre le pouvoir d'achat au centre de ses préoccupations, avec une autre cible qui va avoir des enjeux un peu plus. On parlait d'écologie tout à l'heure. T'as en tête une... Alors, une marque qui parlerait à tout le monde, ce serait une marque qui serait à 90 ou 100% de pénétration, c'est-à-dire que 100% des foyers l'achèteraient. Ça n'existe pas aujourd'hui. Le maximum que l'on ait, c'est pour une marque comme Cristalline, qui est une marque d'eau. Donc l'eau, forcément, tout le monde en consomme. C'est 70% de pénétration, donc c'est gigantesque. C'est très étonnant dans un pays comme la France où l'eau du robinet est de très bonne qualité. Donc on a un peu du mal à comprendre cette suprématie d'une marque comme Cristalline. Mais en même temps, c'est une marque qui, justement, a su parler à tout le monde et qui est extrêmement accessible. Il y a un différentiel de prix entre la deuxième marque, la moins chère, et elle, qui est au minimum de 50-60%. Donc voilà. Là, on a une marque, on va dire, effectivement, qui est sur un produit essentiel, vital, et qui arrive à s'adresser à tout le monde. Sinon, c'est très, très compliqué. On est obligé de choisir son camp d'une certaine façon. On ne peut pas être expert de tout. Alors on peut, et c'est l'objectif du marketing, des investissements et des leviers qui sont actionnés par les marques, c'est de proposer une gamme de produits suffisamment large pour s'adresser à plusieurs cibles, pour pouvoir également proposer des niveaux de prix différents, selon qu'on s'adresse à une famille qui a besoin d'avoir... de la pâte à tartiner plus accessible que Nutella, par exemple. On a besoin de pouvoir s'adresser aussi à des consommateurs qui sont écolos et qui veulent trouver des produits durables sur le marché. Mais c'est difficile pour une marque de pouvoir, malgré tout, s'adresser à tout le monde et d'être expert de tous les sujets. Est-ce que vous avez des méthodologies, du coup, parce que vous avez des grandes tendances, mais justement, on parlait un petit peu de ces
de ces petites tendances, de ces petits signaux faibles. Ouais. Comment en fait vous réalisez un peu ça? Et est-ce que vous voyez vraiment, par exemple, quand arrive par exemple un scandale ou une petite tendance, je sais pas, j'ai en tête les Ouïghours par exemple, et tout d'un coup l'opinion publique s'est mise à avoir un avis très prononcé sur les produits qui étaient produits par les Ouïghours. Est-ce que ça vient changer une tendance de fond ou voilà, comment vous analysez tout ça? Et moi j'aurais aussi une question sur la brand equity. Comment est-ce que vous réussissez, vous parvenez à mesurer cette brand equity qui est en lien un peu avec justement cet aspect cristalline, finalement le produit qui est pas chez tout le monde, mais en même temps qui est expert de l'eau pas très chère. Voilà. Enfin, comment vous mesurez tout ça, quoi? D'accord. Ok. Alors, sur la brand equity, en fait, on va dire qu'on a 3 piliers qui nous permettent vraiment de passer à côté de rien dans les indicateurs clés qui mesurent à la fois la performance des marques, mais également toute la prédisposition à l'achat. On va dire, si on suit un peu un parcours d'achat ou un funnel de consommateurs, au travers des outils que je citais tout à l'heure qui permettent de mesurer l'image, la perception, etc. Là, on va avoir la mesure de toute la prédisposition à l'achat. C'est qui est le reflet à la fois de l'expérience passée sur la marque, qui est lié à l'image de la marque. C'est tous ces a priori positifs ou négatifs que l'on peut avoir autour de la marque. Donc toute cette prédisposition et qui nous permettent de mesurer une espèce de part de marché théorique que mériterait la marque finalement si elle était à la hauteur de cette prédisposition de l'imaginaire collectif qu'il y a autour de la marque, cette désirabilité, on va dire. Voilà, donc ça, c'est toute la première partie. Et puis ensuite, on va avoir le moment de vérité, c'est l'acte d'achat décisif sur le lieu de vente. Est-ce que finalement la marque arrive à transformer cette désirabilité en un acte d'achat réel ? En ticket de caisse. En ticket de caisse, parce qu'on sait qu'entre l'intention d'acheter et puis l'amour qu'on peut porter à une marque, une fois qu'on arrive en magasin, il y a des tas de leviers qui sont mis en place par les marques concurrentes pour vous détourner et puis vous n'êtes pas sûr d'acheter le produit que vous aviez l'intention d'acheter ou qui était sur votre liste de courses, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on mesure dans les panels avec la mesure des performances très précises au travers de leur niveau de pénétration, leur part de marché, etc. Et on va mettre en adéquation la part de marché réelle, si je schématise vraiment, c'est pour faire un grand état des lieux, et cette fameuse part de marché théorique méritée par la marque. Donc là, ça permet déjà d'identifier des leviers à actionner en marketing s'il y a un décalage entre les deux. Donc tous les leviers classiques qui sont la mise à disposition de la marque, puisqu'il faut une prédisposition mentale et affective, mais il faut aussi une disponibilité physique, donc être présent en magasin, être visible dans les rayons en linéaire. C'est tout le travail autour du packaging aussi. Il faut que le packaging, non seulement il ait une identité visuelle et des codes couleurs, etc., qui rappellent de façon immédiate, spontanée, tout l'imaginaire qui a été créé en amont par la marque. Donc voilà, tout ce travail-là, ce qui est un travail bien concret, bien opérationnel, de mise en exécution en magasin, il est aussi important que tout ce qui a pu être travaillé en amont, en définitive. Et puis, il y a tout le travail autour du parcours d'achat aussi. C'est vraiment accompagner le consommateur sur le lieu de vente pour qu'il ne soit pas, encore une fois, détourné. Donc, moi, je prends souvent l'exemple du bio. Le bio, est-ce qu'il faut le positionner à côté des produits conventionnels dans les linéaires classiques, ou est-ce qu'il faut lui dédier un espace à part parce que comment fonctionne le consommateur voilà, pour optimiser vraiment la transformation en acte d'achat. Donc ça, c'est le deuxième pilier, on va dire, d'accélérateur de croissance des marques. Le premier, c'est la prédisposition. Le deuxième, c'est la transformation en acte d'achat réel. Et puis le troisième, c'est identifier tous les leviers de croissance, ce qu'on appelle les white space,
Voilà, essayer d'identifier si on répond à toutes les unités de besoin, tous les moments de consommation. Donc, est-ce que ça nécessite, s'il y a des trous dans la raquette, de lancer une innovation pour adresser une cible qu'on n'adresse pas aujourd'hui ou un moment de consommation qu'on ne cible pas aujourd'hui, etc. Voilà, si on structure, on va dire, l'analyse des marques, leur brand equity sous ces 3 axes-là, normalement, on est censé ne passer à côté de rien et pouvoir vraiment isoler les actions, les leviers marketing à actionner pour les marques en les priorisant. C'est aussi l'intérêt des études que l'on fait, c'est de prioriser, hiérarchiser en fait sur tout l'éventail des possibles, et hiérarchiser celles qui vont générer le plus de chiffre d'affaires additionnel pour les marques. Voilà. Il existe un classement des marques les plus désirables en France, par exemple? Ça existe? Alors, des marques les plus désirables, oui, ça existe. C'est quoi? C'est laquelle en numéro 1? On a des marques désirées, et après on a des rankings aussi sur les marques les plus achetées. Donc la marque la plus achetée à l'international, c'est Coca-Cola. Voilà, c'est l'indétrônable Coca-Cola. Depuis 10 ans qu'on fait ce ranking, elle est toujours là, et malgré la propension à consommer plus vertueux, moins sucré, etc., Coca-Cola est toujours bien présente. Si on regarde ça à l'échelle française, c'est Erta. Parce que Erta, c'est une marque qui nous accompagne sur de nombreux moments de consommation. Elle a une largeur de gamme très importante. Elle est sur des catégories de produits aussi très, très étoffées. Donc, en fait, on a une profusion de produits. Voilà. Et puis ensuite, sur la désirabilité, si on est vraiment sur des rankings qui mesurent uniquement l'image, la perception et cette cote d'amour, on va dire, on appelle ça la cote d'amour, la désirabilité, si on le faisait tous secteurs confondus, on retrouverait des marques technologiques, des marques de smartphones ou des marques de luxe. Les marques de smartphones parce que c'est le téléphone qui nous accompagne à tous les moments de notre vie, du quotidien, qu'on a tout le temps dans la poche. Donc il y a une proximité au quotidien qui fait qu'il est omniprésent. Et c'est le réflexe de Pavlov. Si je dis ou si je dois répondre à la question, c'est quoi votre marque préférée, c'est ça qui va arriver. Donc c'est toutes les marques vraiment ultra tech qui vont arriver en tête de liste. Et après, c'est la désirabilité du rêve, on va dire, liée au rêve ou à l'inaccessibilité. Et là, on va retrouver des marques de luxe. Donc ça peut être des marques de parfums, des marques de voitures. Voilà. Là, je parle sous caution, mais mes collègues ne sont pas là, ceux qui travaillent sur les marchés non alimentaires, sachant que moi, je suis une spécialiste de l'agroalimentaire. Voilà, donc, mais on échange beaucoup entre collègues, et donc toutes les études qui sortent, y compris dans les autres divisions sur les marchés non alimentaires, on les suit, on les regarde de très près, parce que ça nous permet de mieux comprendre aussi comment sont faits les arbitrages des consommateurs. Il y a un budget annuel allouée à la consommation. Et aujourd'hui, l'alimentation, elle se retrouve en concurrence avec également la part dépensée sur le téléphone portable, sur les voyages, les loisirs, le cinéma, etc. Donc, c'est toujours intéressant de recontextualiser tout ça, même si on n'est pas des spécialistes du non-alimentaire, d'avoir quelques éléments quand même de référence pour comprendre comment l'alimentation pourrait être dépriorisée par rapport à tous ces autres postes de dépenses aujourd'hui auxquels font face les consommateurs. Il y a 50 ans, en gros, on achetait, il y avait le loyer, l'alimentation, les transports, si je schématise à outrance. Et aujourd'hui, on a une multiplication des sources de désirabilité, justement, et de produits qu'on aimerait consommer. Donc l'alimentation, elle est souvent réduite à peau de chagrin. Elle représente à peu près 15% des dépenses d'un ménage français. Voilà, donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Mais... Question un peu précise, je sais pas si... Est-ce que tu as les boissons également dans ton scope? Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que les Français boivent moins de vin, c'est ça? Beaucoup moins de vin. Beaucoup moins de vin. Ouais. Et quelle est l'explication Alors, il faut voir effectivement que dans les années 60-70, on servait encore du vin dans les cantines. Alors, c'était
c'était pas du très bon vin, hein, c'était voilà. Mais le vin, c'était la boisson du quotidien. Et puis, justement, avec l'avènement de l'hypermarché, l'introduction d'autres types de boissons, et puis aussi le fait d'être sur des métiers beaucoup moins manuels, parce que c'était lié aussi à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse majorité des gens sont sur des métiers de service. Donc, on a des besoins physiologiques qui ont énormément évolué. Et quand, à l'époque, il fallait avoir des repas très protéinés et avec un petit booster, on va dire, avec un petit verre de vin ou deux dans la journée, on n'a plus les mêmes besoins physiologiques. Et puis, entre-temps, on a quand même également les médecins, l'OMS, etc., qui nous expliquaient qu'on consommait trop de protéines, qu'on est au-dessus des seuils nécessaires pour une vie un peu sédentaire. Donc, il y a ça aussi, hein, c'est que l'alimentation, c'est quand même adapté aussi à l'évolution des métiers et à des positions de plus en plus sédentaires, derrière son ordinateur ou autre. Et donc les marchés en face, parce que derrière, il y a un répondant très très rapide, et même, je dirais, d'autant plus rapide qu'on était sur des marchés d'offres, c'est-à-dire que la grande consommation, c'est un marché d'offres, c'est-à-dire qu'on met des produits en place dans les rayons, dans les magasins, et il y a un stimuli, et la demande répond présent à cette offre qui lui est proposée. Donc en face, la grande distribution, les acteurs de l'agroalimentaire, tous les industriels se sont adaptés à l'évolution des métiers et donc aux besoins physiologiques, et ont proposé également de nouvelles boissons, ce qu'on appelle les BRSA, les boissons sans alcool, importées de l'étranger, comme Coca-Cola par exemple. Voilà. On a demandé pas mal de fois des grands groupes de distributeurs. Est-ce que vous avez une méthodologie en fait pour justement capter ces tendances de fond de la demande du consommateur, et notamment ce qu'ils reprennent très souvent comme exemple, c'est je ne dois pas louper la nouvelle tendance du boulgour bio. Comment je peux être sûr que ces nouveaux produits qui vont émerger, j'ai ce coup d'avance qui me permet de le proposer dans mes rayons. Je ne sais pas comment vous réalisez ça en tout cas. Parce que là, ça sort en fait de panel, vu que c'est pas, le produit n'existe pas. Quoi. Ouais. Oui. Alors, c'est la limite effectivement de ce type de méthodologie, où on n'est pas forcément les mieux placés pour être détecteurs des signaux faibles et des signes avant-coureurs. Ce que l'on voit quand même, c'est que ces fameux marchés de masse standardisés, etc., il y a un éclatement total, hein, la fragmentation des marchés, la fragmentation de la société, la fragmentation des circuits de distribution. Hein, on emploie le mot de fragmentation à tout va, mais parce que c'est vraiment le reflet aussi de ce qu'on voit sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a une multitude de petits marchés de niche, en fait, qu'on arrive quand même à bien suivre dans les panels. Ces petits marchés de niche, ils font à peu près chacun entre 0,5 et 1% de part de marché valeur de l'ensemble du marché des PGC. Et PGC, c'est les produits gènes codés, produits de grande consommation courante. Donc, quand on est sur ces ordres de grandeur-là, 0,5, 1% de part de marché valeur, on les suit très bien. On arrive derrière à les découper en fonction de leur profil de consommateurs, dans quel circuit de distribution ils réalisent leur meilleure performance, etc. Donc aujourd'hui, on a, on va dire, à peu près 80% du marché qui est encore concentré sur des produits standards, on va dire conventionnels, et 20% qu'on appelle les produits de la transition alimentaire, et qui sont éclatés sur des tas de petits marchés de niche. Le plus gros d'entre eux, quand même, c'est le marché bio, qui représente à peu près 6% du marché total, qui est en souffrance depuis 3 ans, mais qui est quand même toujours bien là, bien implanté. Voilà, donc on a, et c'est ce qui montre aussi la difficulté pour les acteurs de l'agroalimentaire, c'est de continuer à faire leur métier premier, qui est d'adresser une offre correspondant à la demande dominante, avec autour de ces 80%, mais en même temps d'être à l'affût de tous les signes. Voilà, de ne pas louper le coche, d'être à l'affût de tous ces signaux faibles. Mais nous, quand on les analyse,
pour faire des projections, pour voir si c'est une tendance qui va se pérenniser ou pas, ou pour voir si c'est un feu de paille. On a déjà franchi le cap de la micro-niche qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur quand même. Donc, ces fameux 0,5, 1% de part de marché. Pour détecter vraiment le tout petit truc émergent, on ne sait pas le faire à l'échelle d'un panel quantitatif comme le nôtre. Comment est-ce qu'on fait la différence entre plusieurs entités qui proposent des panels? C'est quoi finalement qui fait la différence pour un annonceur ou pour un client final? Comment est-ce qu'on lui propose quelque chose de mieux que l'autre en fait? Oui, alors sur les panels, c'est très simple en fait. On n'est que 3 acteurs sur le marché, 2 qui font des panels distributeurs. Donc là, on est sur une méthodologie très précise. En gros, c'est du recensement, c'est de la compilation de fichiers informatiques sur du census, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les données de vente, sorties de caisse, de toute la grande distribution en France. Donc là, c'est une méthodologie, on va dire, de compilation bête et méchante, entre guillemets, parce qu'après, il faut quand même épurer, nettoyer les fichiers, c'est quand même un savoir-faire, c'est un gros savoir-faire, on va dire. Et on est... Donc, ces sociétés-là sont Nielsen et Circana. Et on n'est que 2 à faire du panel de consommateurs, c'est-à-dire que le recueil d'informations, il se fait directement auprès des consommateurs. Et en l'occurrence, donc, c'est Kantar et Nielsen, qui a aussi un panel de consommateurs. Et donc, les panels de consommateurs, nous, on ne fait que ça. C'est vraiment, pour nous, c'est notre ADN. On a décidé de ne pas s'éparpiller dans d'autres types de méthodologies. On dit, voilà, le consommateur, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une indépendance totale par rapport aux acteurs de la grande distribution, notamment. Un panel distributeur, comme il est alimenté par les sorties de caisse, il signe des partenariats, des contrats avec les sociétés de panel distributeurs. Et donc, il n'a pas le droit d'être dans la transparence. Il ne peut pas donner la part de marché de Leclerc, Intermarché, etc., par exemple. Nous, comme on est sur un recueil d'informations qui se fait directement auprès des consommateurs, on est totalement indépendant et totalement libre, ce qui nous donne la possibilité d'être dans la transparence totale. Donc, chaque mois, on met dans le domaine public la part de marché des enseignes. Qui est le leader? Bon, c'est Leclerc, c'est pas un scoop. Comment évolue la part de marché des enseignes? Qui gagne sur qui, etc. Voilà, donc on n'est que 3, mais dont 2 qui font que du panel distributeur, 2 qui font du panel consommateur, et dont nous qui ne faisons que ça, et ce qui nous donne cette latitude de pouvoir parler de tous les sujets sans avoir à rendre des comptes à ceux qui éventuellement viendraient nourrir nos bases de données. Nos bases de données, c'est le consommateur. Donc, on a de comptes à rendre qu'à ce consommateur-là. C'est vrai que les autres, ils sont dans une dépendance énorme. Enfin, je veux dire, le jour où Leclerc dit bon, bah, c'est fini, on arrête. Tout à fait. Oui, complètement. Des données après, ils n'ont pas tellement intérêt à faire ça, j'imagine. Alors, comme je le disais, ça a l'air simple comme ça, de compiler de la data, mais c'est un vrai métier. Ouais. Donc, le métier de Leclerc, c'est pas ça. C'est pas de compiler de la data. Même si toutes les enseignes, quasiment toutes, elles ont des cartes de fidélité, donc elles gèrent de la data déjà. Elles ont des bases de clients encartées, et elles analysent quand même très très dans le détail ces bases d'encartées. Souvent quand même, elles font appel à d'autres sociétés d'études pour le faire, à la fois pour retravailler la data et pour l'analyser. Voilà, il y a un métier industriel, et puis il y a un métier après de consultant, d'analyste, on va dire. C'est un autre métier pour les enseignes de la grande distribution. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce danger, tout le monde y pense tout le temps. C'est-à-dire que si les enseignes s'organisent entre elles pour faire de la data, compiler tout ça... Ce qu'on commence un peu à voir, non? Oui, ce qu'on commence un peu à voir. Les entreprises de la famille Mullier, là, je dis des bêtises. Non, c'est ça. Qui s'associent pour partager quelques informations entre le foyer de consommateur qui va chez Leroy Merlin et celui qui va chez Auchan, quoi. Et qui commence un peu à... Qui commence à se dire qu'effectivement, il y a de la donnée, disponible sur différents secteurs et que ça peut valoir le coup quand même de croiser ce qui est croisable, parce qu'il y a quand même pas mal de limites aujourd'hui réglementaires. Mais voilà. Donc, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est un nom, c'est Values, je crois, le nom de la boîte, c'est public, mais voilà, il y a un moment, la famille Mullier s'est dit,
on va récupérer et on va centraliser un petit peu toutes ces données consommateurs. Et voilà. Ouais, qui est très très précieuse, hein, c'est sûr, parce que chacun est un peu dans sa zone sectorielle, on va dire. Donc, même les panels distributeurs, nous, on est sur l'agroalimentaire, si on schématise. Alors, on a des panels sur le textile également, on a d'autres panels, on a des panels de technologie également, de suivi des smartphones, par exemple. Mais voilà, chaque panel est un peu dans son silo. Un groupe comme le groupe Muliez qui est présent effectivement sur de nombreux secteurs, ça ferait sens en effet de regrouper tout ça et de faire vivre la data en regardant, en prenant un consommateur lambda et en regardant dans son panier de dépenses annuelles, de faire des études autour de ça. Mais encore une fois, c'est du défocus, c'est pas leur métier. Ouais, c'est bon, mais ouais. On y pense, hein, de toute façon, évidemment, c'est pas impossible. Mais il y a des barrières à l'entrée qui existent encore aujourd'hui, mais qui pourraient très bien être levées, c'est évident. Ouais. On a vraiment, nous, on vient pas de ce milieu-là, pour être franc. Nous, on est rentré dans les études de marché et la compréhension client par un autre prisme qui est les réseaux sociaux les réseaux notamment. sociaux, l'analyse de l'empreinte numérique dans son ensemble. Et je trouve ça hyper intéressant parce que et là, peut-être, c'est la question de la fin, c'est nous, notre conviction, c'est qu'il n'y en a pas un qui va remplacer l'autre. Il y aura pas, on parlait au tout début, tu parlais des nouvelles startups. On ne pense pas que c'est des startups qui sont amenées demain à remplacer Kantar ou Nielsen, loin de là, mais que ça va vraiment bien en complément parce que tu peux aller aussi chercher d'autres sources de données rapidement, avec un coût, tu l'as dit, qui est souvent inférieur, etc. etc. Est-ce que tu partages cet avis ? Je partage complètement cet avis. Et du coup, je ferai un parallèle avec le retail, parce que c'était un peu l'enjeu, le sujet aussi de cette rencontre. Mais souvent, on me pose la question de l'avenir du e-commerce. Est-ce que ça va remplacer le magasin physique, etc. Et le e-commerce, il a un avenir, il y a un potentiel encore de croissance énorme. On est loin d'être arrivé vraiment au bout de ce potentiel. Et pour autant, ça ne signera pas la fin du magasin physique. Comme je le disais tout à l'heure, le magasin physique, c'est des connexions entre les gens, c'est des relations humaines, etc. C'est aussi un endroit qui a presque une vocation sociale. Les gens, ils s'y retrouvent quelquefois pour aller récupérer leur colis parce que le bureau de poste dans la petite commune d'à côté a fermé, etc. Et je pense que c'est vraiment des circuits de distribution très modernes, ultra tech, etc., avec à côté des réseaux plus traditionnels où il y a encore une place pour des discussions avec des experts, des produits, des marchés, le boucher, le poissonnier, etc. C'est vraiment la coexistence des deux qui me semble vraiment la voie d'avenir. Je ne vois pas l'un disparaître au profit de l'autre. Et de la même façon pour la structuration, on va dire, des marchés, des instituts d'études. Je pense que les deux se complètent et sont nécessaires à l'évolution de notre compréhension des marchés et des tendances. Voilà. Écoute, Okay. C'était hyper intéressant. Très riche. Beaucoup, Gaëlle, Merci à vous. Hein. pour ton temps. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'était génial. Moi aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des questions extérieures, voilà, justement, de gens qui ne sont pas forcément dans notre secteur. C'est toujours, on apprend aussi, nous, en réfléchissant différemment, en fait. Super. Merci pour tout. Merci et à bientôt. vous. Merci. Salut. Salut.